7h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Frédéric Hoary, bonjour. Vous êtes donc le coprésident du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. 7e baromètre réalisé par le mouvement avec la Banque Palatine concernant l'état financier des ETI. Ce qu'on en retient quand on le lit, c'est un peu comme tous les invités qu'on reçoit ici. C'est pour l'instant, ça va, mais les prévisions 2023, ça se corse. Oui, on voit. Alors, on a quand même quelques dégradations un peu plus anciennes. C'est la marge depuis le printemps. Oui. Mais la crispation se marque là à la rentrée depuis le mois de septembre avec quelques tensions financières, même si effectivement la plupart des agrégats restent encore dans le vert. C'est encore positif. Ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est le mur de l'énergie. Je pense que c'est le point qui crispe le plus l'attention. 100% des ETI voient leur facture augmenter. Personne ne passe à côté. Il y a quelques entreprises qui ont eu le nez creux, qui ont négocié pour parfois 2023. Des contrats pluriannuels, avec des conditions pré-crise ukrainienne, voire même en fin 2021, parce que l'énergie avait déjà commencé à monter. Mais la plupart des entreprises se retrouvent aujourd'hui à négocier leur contrat 2023. Et là, la surprise est mauvaise, on va dire, puisque la moyenne, c'est plus 100%, mais il y a des gens qui font plus x5, x10, mais justement, dans le pire des cas. Hier, Frédéric Hoary, on était évidemment à Strasbourg pour notre tournée des régions de France. On a eu beaucoup d'ETI, beaucoup de magnifiques ETI. Et en fait, à chaque fois, on est frappé par ce qu'elles nous disent sur l'augmentation de leurs factures. Vous l'avez dit, on a vu des x3, on a vu des x5, on a vu des x10, on a vu des x20 hier à Strasbourg sur les factures d'énergie. C'est-à-dire que là, c'est l'effacement purement et simplement du résultat. C'est ça. Pas mal d'entreprises, c'est même la perte d'exploitation. Donc la question, elle est assez simple. C'est soit je continue à travailler, mais est-ce que j'ai la capacité à répercuter? Et là, on voit bien que c'est de plus en plus difficile. On a quand même une continuité d'inflation depuis 18 mois. Non seulement c'est difficile, mais dans votre étude, vous dites 9% seulement des ETI sont en capacité de répercuter les coûts. Oui, intégralement, il faut bien le préciser. Vous avez quand même d'autres entreprises qui peuvent répercuter une partie. Mais là, on parle d'une telle augmentation. Pour des entreprises, ça peut représenter 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. C'est absolument impossible. Donc vous avez le choix, c'est soit vous continuez avec un risque qui n'est pas répercuté intégralement. Et aujourd'hui, il y a une ETI sur 10 qui pense s'arrêter, purement et simplement, en 2023. Et il y a quand même 50% des ETI qui disent « je vais ralentir ». C'est très frappant parce que on a l'impression qu'il y a une sorte de dichotomie qui est en train de se créer dans l'économie française. On a des grands groupes qu'on reçoit ici, à votre place, Frédéric, qui nous disent « mais ça va très bien, on va avoir des résultats 2022 exceptionnels et 2023 formidables parce que la crise énergétique, elle ne concerne que l'Europe. Et sur notre autre zone géographique, aux États-Unis, il n'y a pas de crise. En Asie, c'est une crise d'un autre ordre. Et donc, nous, on va très bien. En revanche, les ETI, elles semblent être beaucoup plus vulnérables et ça nous inquiète d'autant plus. C'est-à-dire que les grands groupes peuvent arbitrer. Voilà. Quand vous avez 50 sites, vous pouvez choisir, et ça a déjà commencé. Bien sûr. On le sait déjà, sur l'engrais par exemple, on ne produit plus en grande Europe, c'est de l'engrais qui est importé. Dans beaucoup de secteurs, il y a déjà des arbitrages qui ont été pris. Le risque majeur pour l'Europe, c'est la désindustrialisation, parce que, vous le savez, l'ETI, c'est le cœur industriel du pays. Nos ETI, elles sont très territoriales, elles sont très dépendantes de l'écosystème européen. Oui. Elles exportent à l'international, mais enfin, la plupart de leurs sites sont en France ou en Europe. Ce qui se passe actuellement les touche en premier lieu. Nous ne pouvons pas déplacer nos usines, nous ne pouvons pas forcément arbitrer nos flux comme certains grands groupes. Donc 2022 restera, je pense, une année tout à fait convenable. C'est le mur de 2023 qui paraît aujourd'hui très compliqué à passer. Et d'ailleurs, c'est inquiétant quand on voit les propositions des ministres de l'énergie européens qui sont discutées aujourd'hui à Bruxelles. Il n'y a rien pour vous, parce que les 3 mesures qui vont sans doute être adoptées, c'est le plafonnement des revenus des producteurs d'électricité, donc ceux qui font effectivement plus de marge parce qu'ils font de l'éolien ou parce qu'ils font de l'offshore, la taxe sur les super profits, vous en foutez, et des objectifs chiffrés en matière de sobriété énergétique. Mais en revanche, sur les prix, sur le plafonnement des prix spot de l'électricité, le plafonnement du gaz, il n'y a pas d'accord. Alors, il n'y a pas d'accord, mais il y a quand même une déclaration faite par les 2 ministres de l'économie français et allemand qui affirment cette nécessité et qui vont tout faire pour. C'est des mots. Oui, mais je crois qu'il faut commencer par là. Il y a un travail technique qui n'est pas simple. Tout le monde pense qu'on peut changer le schéma de l'énergie européenne et que ça se fait en claquant. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Regardez les Espagnols, ils l'ont fait par dérogation. Oui, mais avec une situation qui est très spécifique, c'est qu'ils ont peu d'interconnexion. Donc s'ils ne le faisaient pas, ils risquaient de se retrouver dans une situation très difficile. Il faut que ça aille vite. Moi, je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, d'ici fin octobre, parce que la plupart des contrats pour 2023 doivent se signer avant la fin du mois, sinon vous passez au marché, ce qui est absolument impossible.
On a besoin, effectivement. La première chose, c'était une prise de position claire des deux pays clés de la zone euro. Je pense que ça a été fait. Maintenant, il faut que ça se traduise en dispositif. Mais ça doit se faire dans les 15 jours. Il y a le mur de l'énergie, puis il y a le mur de la dette, puisqu'on voit que face au problème de trésorerie, il y a un recours à l'endettement qui est plus important. 40% des ETI, on est passé sur le recours aux lignes de crédit à court terme, on est à 43,2% contre 30% en juin. Donc on tire des lignes pour céder sur la trésorerie, ça vous inquiète ? Alors, il y a deux choses. Je pense que l'inflation faisant, on a besoin de plus de stock aussi par rapport au délai de livraison. Donc, les entreprises ont plus de stock. Donc, elles doivent le financer. Je pense que ça, c'est pas alarmant. On voit par contre que les conditions d'accès au crédit deviennent plus chères, un peu plus tendues. Ça, c'est ce que donne voilà. Et puis, on a des entreprises un peu plus nombreuses qui s'inquiètent par rapport à leur PGE. Alors, on reste dans des petits niveaux par rapport aux PME, mais on voit que ça grimpe. Donc, il y a quand même une nervosité, un coût de l'endettement qui augmente, et ça, effectivement, c'est à retenir. Frédéric Coirier, est-ce qu'au Métis, vous êtes en colère contre le MEDEF ? Le MEDEF qui a haussé le ton contre le gouvernement, le MEDEF qui a accusé le gouvernement de faire une politique laxiste, et qui, du coup, qui a braqué le gouvernement. On a vu comment Bruno Le Maire lui a répondu, comment Gabriel Attal, sur ce plateau, a répondu sèchement au MEDEF. Est-ce qu'on n'est pas en train d'envenimer la relation entre l'État et les entreprises sur de l'idéologie? Est-ce que vous ne redoutez pas que lors du débat budgétaire à l'Assemblée, la CVAE, on répartisse pas sa suppression sur 2 ans, mais sur 3 à 4 ans, pourquoi pas? Non, je crois que ça, c'est des sujets de ping-pong, et notamment par rapport aux retraites, qui n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est la compétitivité des entreprises. C'est exactement ce que vous reproche le gouvernement, c'est de dire que la retraite n'est pas le sujet du moment. Il demande à ce que vous disiez que c'est le sujet du moment. C'est exactement le sujet. Le gouvernement ne reproche rien du tout. D'abord, la retraite n'est pas dans nos prérogatives. Nous ne sommes pas un organisme paritariste. Il demande de l'optimisme sur les retraites, de l'enthousiasme. Oui, mais c'est nécessaire. Tout le monde le sait. Je veux dire, à un moment donné, après, il y a un timing politique que je ne maîtrise pas. Le plus important... Le MEDEF n'a pas fait une erreur de tactique ? C'est une communication que nous n'avons pas comprise, je dois le dire. D'accord. Bon, ça s'arrête là. Après, je pense que c'est pas le problème fondamental. Dans 2 mois, les entreprises, si nous ne faisons rien, vont voir leur situation économique se dégrader de façon accélérée. C'est ça le sujet du moment. Si derrière ça, vous avez une condition, si les emplois disparaissent, si l'économie se dégrade, le financement des retraites, il ne sera pas assuré. Et on pourra toujours avoir discuté avant. Le problème du moment, c'est comment est-ce qu'on règle à court terme la situation par un plafonnement du prix de l'électricité, prix du gaz, je ne sais pas. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, on ne se décale pas totalement par rapport aux autres zones économiques du monde, parce que c'est ce qui se passe si on ne fait rien. Mais carrément, notamment par rapport aux États-Unis. Merci beaucoup Frédéric Coirier, coprésident du Métis, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.